On va aller mater l'interview de Bardella. Bardella qui fait sa rentrée sur BFM TV. Non, je crois qu'officiellement, sa rentrée, c'était sur le MEDEF. Parce qu'il a fait son entretien au MEDEF. Mais là, maintenant, en 1 contre 1, sa rentrée, c'est sur BFM TV. Maintenant, tout de suite, on écoute. C'est parti. On va un petit peu débunk ces propositions à la con, là. Je sais qu'il y a des petits fans de Bardella en minorité sur mon stream. On peut en débattre, hein, si vous le souhaitez, les mecs. On peut en débattre. Marie Chantray, interview enregistrée il y a une petite heure à Châlons en Champagne. Évidemment, on peut. Wesh. Bonsoir Jordan Bardella. Les tracteurs. Bonsoir, bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. Et merci d'avoir accordé à BFM TV votre premier grand entretien de rentrée. Ici depuis la foire de Châlons, l'un des grands rendez-vous. Est-ce que la journaliste va le cuisiner même après le salon de l'agriculture, ce qui explique d'ailleurs ce décor. Hier, c'était François Bayrou, ici même, qui a arpenté ces mêmes allées. Le Premier ministre, justement, et cette annonce, lundi, un vote de confiance demandé. Je vais évidemment vous interroger sur les suites, l'après 8 septembre. Mais d'abord, j'ai envie de vous interroger sur le moment politique que nous vivons, très particulier. Est-ce que finalement, François Bayrou vous a surpris lundi quand vous avez écouté sa déclaration devant la télévision? Est-ce que vous attendiez une telle accélération du calendrier? Non, je crois qu'on arrive au bout d'un système. Lors des précédentes élections législatives, le peuple français s'est exprimé et a choisi de rejeter la politique d'Emmanuel Macron, la politique qu'il mène depuis 2017 et qui fait souffrir beaucoup de nos compatriotes, une politique de pression fiscale, de pression normative sur nos entreprises, de laxisme à l'égard de l'insécurité et de l'immigration massive. Et les Français se sont exprimés lors des dernières élections législatives pour le changement. À l'issue de ces élections législatives, en tout cas du premier tour, où nous sommes arrivés en tête, les macronistes et l'extrême gauche ont fait le choix, main dans la main, de se désister l'un pour l'autre, dans le but non pas seulement d'empêcher le Rassemblement national de gagner, mais de créer un blocage et une paralysie dans le pays au prix de la stabilité de nos institutions. On est aujourd'hui dans une impasse démocratique, une impasse de long terme, et je fais partie... Premier message sur le stream, il y a les petits golfs qui reculent. En vrai, Bardella, le jour où il aura la calvitie, les mecs, putain, j'espère qu'il va laisser pousser sa barbe. Hein. Je le vois, regardez la forme de son crâne. Je le vois tellement pas avec une calvitie. Oh, je le vois tellement pas, il a intérêt à faire des implants. Hein. C'est là, ça va être FF pour lui, son charme. De ces Français qui considèrent que la situation actuelle ne pourra tenir jusqu'en 2027. Et parce que les urgences du pays, parce que le quotidien des Français continue à se dégrader, nous avons besoin d'une majorité claire, d'un cap clair, et nous avons par définition besoin que le président de la République sorte le pays de l'impasse, assume sa responsabilité et revienne devant les Français, soit par l'intermédiaire d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, et cela sous-entend que le résultat du premier tour des élections législatives soit respecté et que, je dirais, le second tour des élections puisse se jouer à la loyale, ou qu'il en tire les conséquences et qu'il démissionne et provoque une nouvelle élection présidentielle. Mais on va revenir sur les scénarios, sur les possibles scénarios à venir après le 8 septembre. Vous voyez bien que la situation, mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle était prévisible. Et, donc devant votre télé lundi après-midi, vous dites pas quelle folie. Vous dites pas encore une fois. C'est de la part de putain, les nuls la journaliste. Je m'attends à rien. Elle trouve même pas ses mots lorsqu'on les entend. Comment est-ce que le Premier ministre pouvait se dire que le Rassemblement national qui combat la politique d'Emmanuel Macron, qui dirige main dans la main le pays avec les Républicains de M. Retailleau aujourd'hui, pourrait voter la confiance à un gouvernement qui depuis 7 ans, 8 ans maintenant, accuse tous les records de dette, les records de déficit public, les records de déficit commercial, un niveau de perte aujourd'hui de confiance dans la capacité de l'action publique à changer le quotidien des gens, qui est aujourd'hui à des niveaux tels qu'il est impossible d'avoir confiance dans un gouvernement. Impossible, alors que vous l'avez quand même épargné depuis sa nomination à Matignon. 8 motions de censure, vous n'en avez voté aucune. Vous parliez, vous et certains de votre parti, d'une forme de bienveillance sous surveillance. Vous partagiez quelques lignes avec François Bayrou sur la proportionnelle, sur la Banque de la démocratie. Il a apporté son parrainage à Marine Le Pen en 2022. Ça faisait partie d'une forme de compatibilité décrite. Où est la proportionnelle ? Pourquoi décider de le faire tomber tout de suite et ne pas attendre de possibles négociations et la présentation du budget ? Où est la proportionnelle ? Où sont les annonces qui ont été faites par François Bayrou lorsqu'il est arrivé
Matignon, vous savez, nous on a été très responsables lorsque le gouvernement de M. Barnier a présenté un budget qui prévoyait une hausse de 40 milliards d'euros supplémentaires des prélèvements obligatoires dans un pays qui est déjà parmi les plus fiscalisés au monde. On a dit trop, c'est trop. Et en censurant ce gouvernement, le premier gouvernement de cette... Quand Bardella dit un cap clair, l'élément de langage de Glucksmann, c'est que Glucksmann devrait se remettre en question. Après, le mot cap clair, bon, je pense que Glucksmann l'a beaucoup utilisé comme formule, mais bon, je vois... L'utilisation, elle est assez répandue, les mecs, on va pas se mentir. Hein. Je pense que même le cap clair est déjà sorti dans la bouche de Mélenchon, peut-être même de Monsieur Bompard. Mais bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Bla, bla, bla. Après, les mecs, bla, bla, bla. Qu'est-ce que je vous dis, hein? La situation ne pourra tenir jusqu'en 2027. Vous voyez, encore une fois, c'est là où je vois que le RN, ils jouissent un petit peu du fait qu'ils ont énormément de députés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas la majorité, certes, mais ils ont quand même la capacité de diriger un petit peu le calendrier politique. Je m'explique. Vous savez bien que depuis 2026, depuis le début de l'année 2025, LFI pousse pour faire démissionner Macron. Parce qu'ils savent qu'une nouvelle dissolution n'aura pas lieu au mois de juillet, un an jour pour jour, mais il y aura aussi cette possibilité de la faire démissionner. Faire démissionner le président, c'est la seule possibilité pour LFI. Ils ont trop spammé. Oui, évidemment qu'ils ont trop spammé, les gars, mais au final, qui avait raison sur la situation? La situation ne peut être que débloquée par une démission d'Emmanuel Macron. Peut-être qu'Emmanuel Macron va essayer une nouvelle dissolution. Pour voir un petit peu si on aura une nouvelle assemblée avec une majorité relative. On verra. Il n'aura pas le choix. Il va devoir cohabiter avec une force politique. Parce que là, cohabiter avec Bayrou, qui lui-même n'a pas une majorité claire à l'Assemblée nationale, c'est impossible, c'est une impasse. C'est impossible, les mecs, c'est impossible. Donc, il doit dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale pour véritablement avoir une vraie cohabitation. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je vous dis, moi, j'y crois pas. Parce que je pense que l'Assemblée sera divisée encore en 3 blocs. Il y a moyen qu'on perde à gauche quelques députés. Il y a moyen que les macronistes perdent encore des députés. Le RN gagne encore un peu de députés, mais pas assez pour avoir la majorité relative. C'est le bordel, les mecs. C'est le bordel. Et c'est pour ça que je vous dis que... C'est un accident. Et c'est pour ça que je vous dis que la seule solution, c'est une démission, quoi. C'est une démission, frère. Qu'est-ce que je te dise, mon gars? Ah là 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 là. S'il dissout, c'est le centre qui perd, donc non. Bah en fait, troisième idée, nommer un nouveau Premier ministre. Mais s'il nomme un nouveau Premier ministre, il peut encore une fois se faire censurer. Il va mettre qui comme Premier ministre? Les mecs Retailleau? Il peut mettre qui? Nouvelle mandature législative. On a été capable de protéger les Français. Grâce au Rassemblement national, les Français ont vu au mois de février 2025, vu les factures d'électricité baisser pour 24 millions. Ah, il y a un accident, français. Les médicaments n'ont pas été déremboursés et les pensions de retraite ont été réindexées sur l'inflation dès le 1er janvier de l'année 2025. Donc, et ça a créé, certains vous disent, on a été une instabilité réelle. Non, ça n'a pas créé d'instabilité. On avait dit... Ça a eu un coût, cette censure. Certains la chiffrent à 12 milliards d'euros, 0,3 points de PIB. Ce qui a un coût, c'est les 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et parce qu'on est responsable, on a je suis focus. Présenter ces lignes directrices, même si on avait peu d'espoir sur la possibilité d'une rupture franche avec la politique d'Emmanuel Macron, on n'a jamais fait le choix du pire, du scénario qui pourrait contraindre au désordre. Donc, on a été responsable du début à la fin. Et cet été, Marine Le Pen a pris la plume pour écrire à François Bayrou. Elle lui a présenté nos pistes pour faire des économies dans la mauvaise dépense publique, pour permettre à ce budget de redonner de l'oxygène aux Français. Elle a fait le choix de lui présenter nos lignes rouges et de lui disposer à lui expliquer, à travailler sur de potentielles passerelles en l'attente de nouvelles élections. Il n'y a eu aucun contact durant l'été. Monsieur Bayrou n'a pas répondu à ce courrier. Donc, parce que vous étiez en vacances. Voilà ce qu'il répond. Oui, parce que faisait-il la sieste. Parce qu'en l'occurrence, c'est lui qui n'a pas répondu à notre courrier. Donc, oui, moi je veux bien être le plus responsable de tous. On n'a jamais fait le jeu du désordre et c'est ce qui nous distingue très... Et le RN était en vacances, alors Bayrou faisait la sieste. Culotté Bayrou. Hein. Non mais Bayrou là, il peut... Là Bayrou, il sait que c'est fini. Hein. Là je pense qu'il est en train de préparer ses cartons, il est en train de préparer, je sais pas moi, sa retraite ou j'en sais rien, retourner à Pau. Et d'ailleurs les gars, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que Bayrou a fait facturer 40 000 € son bureau pour que son bureau puisse retrouver sa splendeur.
40 000 euros, les mecs. Bayrou se fout de notre gueule, genre. Il se fout de notre gueule. Il y avait la lettre du RN envoyée à Bayrou pour qu'on puisse avoir une session extraordinaire. LFI a fait la même chose pour avoir une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Bayrou, lettre morte. Et là, Bayrou, il avait expliqué à TF1 que les partis politiques étaient en vacances. Mais on est dans quel pays, frère? On est dans quel pays? Eh, monsieur Bayrou, je vais vous parler français. On a appris que quand vous étiez Premier ministre, vous avez tordu le bras du président de la République en mode « Mettez-moi Premier ministre, sinon ça va être le bordel dans le pays ». Eh ben ça valait le coup, hein, mon ami. Hein. Ça valait le coup, hein. Tu t'en bats les couilles de la France, mon gars. T'en as rien à foutre de la France. Eh, tes allers-retours Paris-Pau, en avion, Paris-Pau, Pau-Paris, etc. Mon gars, tu te fous de notre gueule, en fait. À un moment donné, les gars, il faut commencer à se réveiller parce que, ok, Bayrou, c'est le centriste par excellence avec son gros ventre. Il est ni trop à droite, ni trop à gauche. Mais ce mec est un enculé, en fait. Il se fout de notre gueule, là. C'est quoi ce bordel? Eh, lui aussi, il est en train de cumuler les casseroles, mon gars. Hein. Lui aussi, il est en train de les cumuler, hein. Il a un peu trop d'immunité à mon goût. On n'a pas trop attrapé sa gorge à ce mec-là. Hein. Ou caresser son petit ventre. Au choix, au choix, au choix. Mais là, ça commence à bien faire, là. Ça commence à bien faire, les mecs. Il y a trop de mecs qui ont l'immunité en France. On insulte trop la mère de Macron, à juste titre. Mais Bayrou, à juste titre, faut lui insulter sa mère aussi, mon gars. Faut lui insulter sa mère, mon gars. Parce qu'il a mis un coup de pression à Macron pour être Premier ministre, mais pour faire quoi au final? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il nous a apporté Retailleau, cousin. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Dinguerie, frère. Très certainement de la gauche et de l'extrême gauche. Mais je crois que lorsqu'on présente aux Français un budget qui s'embrouille quand même pour l'accident là. Je dirais qu'ils vont se battre. Il y a Betaram aussi. Il y a Betaram. Dans le calendrier de la vie des Français. Lorsqu'on propose de faire 20 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements obligatoires et que de l'autre côté, on augmente la dépense publique de 30 milliards d'euros sans faire la moindre économie dans la mauvaise dépense publique, alors les Français se disent « nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement ». Jordan Bardella, j'aimerais juste qu'on remonte un tout petit peu le fil. François Bayrou s'exprime lundi. Mais vous voyez les gars, mais lundi c'est quand? C'est lundi qui arrive. Parce que moi je suis là, hein, je vais peut-être stream aussi. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose les amis. Hein. Là où tu vois que la politique c'est un monde de fils de pute, et c'est pour ça que les jeunes n'ont pas envie de voter, et même les plus vieux, ils y croient plus en politique, ils y croient plus les amis. C'est la preuve que Bayrou est un carriériste. Parce que Bayrou, il a tout fait, sauf Premier ministre et Président de la République. Il a essayé, il n'a pas réussi. Il a essayé par les différents gouvernements, enfin par les différents présidents d'essayer d'être Premier ministre, il n'a pas réussi. Il a réussi à être ministre, il a réussi, mais jamais Premier ministre. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que ça se voit que c'est un carriériste. Parce qu'au final, sur son CV, il a réussi à cocher Premier ministre. On va pas se mentir, il sera jamais président. Mais Premier ministre, mais de quelle France, mec? Qu'est-ce que t'as apporté, mon gars? Tout ça pour ça, mec. Tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi le 8 septembre? Moi, je serais là en train de manger des sushis, des makis. Non, pas des makis. Des ramen. Et moi, je vais voir ta destitution, enfin ta démission, pardon. Y a rien à retenir, mon gars. Je vais retenir que ton gros ventre. Je vais juste retenir que ton gros ventre, mec. Là, pour rappel, pendant le procès de Balkany, le juge lui a demandé de justifier des factures de 100 000 € au nom de la mairie de Levallois. Et il a répondu en plein procès. Quel est le rapport, en fait, avec Bayrou? Quel est le rapport? Il nous parle de Balkany, lui. Il est hors sujet, lui. Vas-y, t'es hors sujet, frère. À moins que j'ai raté quelque chose, t'es hors sujet, ma gueule, là. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Réagissez sur vos réseaux sociaux, jamais le RN ne votera la confiance. Balkany, Durant quelques instants, plane un doute, peut-être que votre parti pourrait s'abstenir. Marine Le Pen embraye le pas, écrit sur ses réseaux sociaux également, le RN votera contre la confiance. Est-ce que vous aviez une peut-être différence de stratégie entre elle et vous? Peut-être vous souhaitiez-vous attendre peut-être des négociations avant de faire tomber François Bayrou? Pas du tout. Pas du tout. Ces lectures-là et ces commentaires peut-être qui ont été faits. Lorsque le Premier ministre s'est exprimé... Tu parlais des 40 000 € du bureau de la mairie de Bayrou, mec. Attends, il faut que je relise du coup, j'ai parlé de ça. Le procès de Balkany... Il a répondu en plein procès. J'ai changé quelques loupiottes. C'est réel. Notre argent sert à faire du homestagging. Homestagging? Oui, c'est quoi ces mots de fou? Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, j'ai compris. Valorisation immobilière. Après, ok, j'ai capté ce que tu veux dire. Ok, j'ai compris. Mais homestagging, mon gars, revalorisation, mais c'est pour lui, non?
C'est pas pour revendre plus tard. Je veux dire qu'il veut faire monter la valorisation de la valeur immobilière, mais au final, il va pas revendre la mairie de Pau. Enfin, ça m'étonnerait. À moins que j'ai raté une information. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. J'ai compris. T'as un chat, c'est galère de parler. Non, mais tranquille, j'ai capté ce que tu veux dire. Mais je crois qu'on n'est pas dans ce cas précis, hein. Oui, il veut juste dire que l'argent est jeté par la fenêtre. Oui, ça, je suis d'accord. On dit home staging. My English is bad. But I try, bro. I try. J'ai exprimé ce qui correspondait, je crois, à la volonté des Français qui nous ont accordé leur confiance lors des dernières élections. Et je le crois d'une majorité de Français. Nous voterons évidemment contre la confiance. Le Premier ministre a souhaité recevoir les chefs de partis politiques. Nous nous y rendrons avec Marine Le Pen parce que, encore une fois, à chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel et que nous avons le premier groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale, la troisième force du Parlement européen. Par conséquent, il est normal que nous allions dire les yeux dans les yeux à François Bayrou que la politique qu'il conduit est mauvaise et que sans rupture franche avec le macronisme, eh bien, ils condamnent eux-mêmes, les responsables politiques, le pays à une impasse démocratique. Vous lui direz que sa politique conduit à une impasse, mais vous lui direz quoi d'autre? J'ai envie de vous dire... Ah putain, ok, j'ai compris. C'est demain en fait. J'avais oublié que demain, Bayrou reçoit tous les chefs de partis politiques. Et d'ailleurs, LFI n'a pas répondu présent. Et d'ailleurs, j'avais répondu à un tweet de Manuel Bompard. Et c'est la même chose que l'année dernière. J'aurais participé à la réunion juste pour la curiosité personnelle de voir un homme qui s'apprête à tomber et pour les petits fours. Voilà, pour les petits fours. Je pense que je serai parti à l'invitation de Bayrou pour les petits fours, les croissants, chocolatines, t'as capté, pain suisse, tout ça. Marine Tondelier aussi, elle veut pas. Bon, ben tant pis, vous ratez, hein, vous ratez. Quoi qu'il vous propose, ah, j'aurais créé les petits fours, moi. Tout est abordable, ce sera non au vote de confiance le 8 septembre. Si par exemple vous citiez les jours fériés, si dans cette semaine qui nous amène au 8 septembre, il revient là-dessus, s'il revient sur l'abattement pour les retraités, est-ce que vous vous dites, bon, on revoit notre position? Est-ce que ça, ça fait partie d'un scénario envisageable? Je commence à avoir un petit peu d'expérience en politique. Je ne crois pas au Père Noël et je ne suis pas naïf non plus. Tant qu'on demandera des économies aux Français qui bossent, aux Français qui se lèvent tôt, aux Français honnêtes, aux Français qui respectent les règles, aux Français qui travaillent, eh bien le Rassemblement national sera toujours sur le chemin de ces dirigeants politiques qui, plutôt que d'aller faire des économies dans la mauvaise dépense publique, font le choix de demander des efforts toujours aux mêmes. Comment expliquer aux Français qu'on va augmenter de 20 milliards d'euros les prélèvements obligatoires, ils ne reviendront pas dessus. Et que dans le même temps, on continue d'accueillir 500 000 personnes chaque année qui rentrent dans notre pays. Je rappelle que 50 000 personnes ont un visa de travail parmi les personnes qui arrivent dans notre pays chaque année. Les 450 000 autres, que font-ils et qui payent? Monsieur Bayrou projette d'augmenter la contribution de la France au budget de l'Union européenne de 5 à 7 milliards. Une augmentation en baisse. Certains ont vu un geste. La stratégie du RN, elle est double là, hein, parce que je vois un peu... J'essaie de comprendre un petit peu où il va en venir, parce qu'il faut savoir que la politique, c'est beaucoup de calculs, les amis. Supposons qu'il y a pas de dissolution, mais que Macron met à la tête de son gouvernement Bruno Retailleau. Le RN laisse Bruno Retailleau. Je ne sais pas ce que le Bloc central compte faire, mais peut-être qu'ils vont voter la confiance. Il va pas partir. Le RN montre aux Français que Retailleau se casse la gueule, même sur les questions identitaires, immigration, etc. Le RN a un tapis rouge pour la présidentielle. Moi, je pense que c'est le seul calcul possible. Après, est-ce que Retailleau va accepter le poste de Premier ministre parce que t'es super exposé? Franchement, accepter le poste, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Il y a moyen que Retailleau n'accepte même pas le poste de Premier ministre. Et moi, j'y crois à cette théorie. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, parce que dans tous les coups, le RN gagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de députés. Tu mets Retailleau Premier ministre, il peut se cramer. Tu éjectes Retailleau en éjectant Bayrou. Retailleau perd une énorme fenêtre marketing, parce que je vous rappelle que quand t'es ministre de l'Intérieur, quand t'es ministre tout court, BFM TV te déroule le tapis, CNews te déroule le tapis, France Info, t'as une vitrine puissante quand t'es sur le devant de la scène. Mais là, Retailleau, il va tomber dans les oubliettes, mon gars. Hein. Je sais pas s'il récupère son siège de sénateur, les mecs. Vous êtes au courant de ça ou pas? Parce qu'il faut pas oublier que Retailleau est un sénateur. Est-ce que,
en quittant son poste de ministre de l'Intérieur, il récupère son poste de sénateur. Faudrait que je me renseigne. Je vais me renseigner. J'aime ton analyse, je pense que tu as raison. On en reparlera le 11 septembre, les mecs. Et je parle pas des 2 tours, je vous le dis, les mecs. Je vous le dis, les gars. Avant ton contre au Rassemblement national. Elle augmentera de 5 milliards d'euros, madame. Elle était prévue à un peu plus de 7 milliards. Ce qui est possible de faire avec 5 milliards d'euros. Je vais vous dire, nous, parce qu'encore une fois, on prépare l'arrivée au pouvoir, nous entendons proposer un plan d'économie. Et nous l'avons fait d'ailleurs à chaque année, chaque fois qu'il nous a été possible de faire dans les exercices de contre-budget chaque année au Parlement, un plan d'économie de 100 milliards d'euros dans les gaspillages d'argent public. Le coût de l'immigration, il y a de l'argent à aller chercher. Le coût de fonctionnement de l'État qui a augmenté de 100 milliards d'euros en 3 ans, madame. Vous pointez du doigt notamment les agences de l'État, ce millefeuille. Certains vous opposent le fait que les projections que vous faites sont inexactes, que ce n'est pas les coûts que vous avancez. Finalement, il y a ce rapport du Sénat qui dit que c'est bien moins et que ça ne rapporterait pas autant que en tout cas, en tout cas, quand on voit le bilan politique de mes contradicteurs, je pense qu'ils ne le sont ni d'économie ni d'estimation à nous donner. Prenons l'immigration. Les aides sociales qui sont versées aux personnes, aux ressortissants étrangers sur le sol français, c'est 15 milliards d'euros par an, Institut Montaigne. Je vais prendre les hypothèses les plus basses. Dans tous les pays européens, partout autour de nous, il y a des délais de carence ou des critères d'accession à ces aides sociales. Moi, je considère que les aides sociales devraient être réservées aux familles françaises. Les allocations familiales, par exemple, devraient être réservées aux familles dont l'un des 2 parents est de nationalité française. Le RSA ne devrait pas être conditionné à 5 ans de présence sur le sol français, mais à 5 ans de temps travaillé sur le sol français. À chaque fois, il répète ça. Les gars, c'est pour ça que c'est vide, en fait. Bardella, c'est vide. Parce que, est-ce que constitutionnellement parlant, réserver les aides sociales aux Français, c'est possible? Et même dans le droit européen. Parce que je vous rappelle que dans le droit européen est supérieur au droit français. Et c'est pour ça aussi que c'est un problème. Et que, par exemple, moi, je pousse pour le Frexit. Alors, doucement. Je ne pousse pas pour le Frexit pour justement réserver les aides sociales aux Français. Pas du tout, hein, rien de là. Je dis simplement qu'il va se heurter à un mur. Il va se heurter à un mur. Tu retires... Vous avez raison, le chat. Tu enlèves l'immigration de la bouche de Bardella, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de plan B, mon gars. Il n'y a même pas de plan B dans la bouche de Bardella. Si tu sais que constitutionnellement parlant, c'est pas possible, va chercher un plan B. Arrête de nous dire depuis des années qu'il faut réserver les aides sociales aux Français. Est-ce que c'est possible, genre, dans le droit européen? Est-ce que c'est possible de le faire? Mon gars, le Conseil constitutionnel, il en pense quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Non, il est pas bizarre le lien que j'ai fait avec le Frexit, les mecs. Je dis simplement que les idées comme ça, c'est pour juste plaire à son électorat, les gars. À force de répéter ça, le jour où il sera président et qu'il va pas réussir à mettre ça en œuvre, putain, j'espère que les Français qui ont voté Bardella, ils vont se retourner contre lui, les mecs, hein. Ah ouais, hein. C'est du gaslighting, mais bien évidemment, mon gars. C'est du gaslight. Merci Ryan pour le sub, merci mon gars. Enfin, tu te réveilles, Dofla, avec le Frexit SO Asselineau. Doucement. Les gars, ne m'associez pas à Asselineau, s'il vous plaît. Chut, doucement. Doucement, parce que j'ai vu quelques takes sur l'immigration côté Asselineau. Chut, doucement. La contribution de la France au budget de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que nos partenaires allemands, je vais aller vérifier un truc vite fait, nos partenaires néerlandais, qui sont des grandes économies de la zone euro, réussissent à obtenir des rabais sur leur contribution, alors que la France voit sa contribution augmenter par idéologie et par adhésion au projet européiste? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher, madame, de l'argent? Je vais vous répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher de l'argent, madame, dans l'aide publique au développement et dans les milliards d'euros que nous donnons à des États étrangers, que nous donnons par exemple à l'Algérie par l'intermédiaire de l'Union européenne pour faire des appels à projets s'agissant de la gestion de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a 1 habitant sur 3 dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable? Donc de l'argent. Rien que par exemple dans le droit français, alors la source c'est Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme. En droit français, réserver toutes les aides sociales uniquement aux Français serait contraire à la Constitution. En droit européen, ce serait aussi contraire au principe de non-discrimination et de libre circulation. Voyez? C'est impossible. Voilà, il y aura des trucs, ils vont parler de jurisprudence, etc., etc. Ils vont te citer toutes les lois de je sais pas quoi en droit européen et droit français. Et rien dans le droit français, Bardella, il va se heurter à un mur. Donc c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. C'est donc des takes de merde. Voilà, c'est des takes de merde qui vont être impossibles à mettre en œuvre. Voilà, c'est tout.
Si t'es un peu intelligent, tu regardes le droit européen, le droit français, et puis voilà, quoi. Il parle dans le vide, exactement, oui, il parle dans le vide. Je dis qu'on fait des économies d'abord et avant tout sur la mauvaise dépense publique. Si vous voulez, ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'on cherche à faire des économies de bout de chandelle sur le dos de la France qui travaille, et que de l'autre côté, on laisse des éléphants au milieu du salon qui sont des totems auxquels il ne faudrait pas toucher. Et puis, au-delà de ces économies dans la mauvaise dépense publique, il faut remettre le pays sur le chemin de la production et sur le chemin de la croissance. Moi, je veux renouer avec l'optimisme français et je pense qu'un vent de liberté doit souffler sur le monde économique pour redonner à nos chefs d'entreprise, à nos agriculteurs, puisqu'on est ici dans la 3e foire agricole de France, la possibilité de respirer, de travailler et de recréer de la richesse. Et je pense, et j'en termine, je pense que quand il... Les gars, pareil, une réforme constitutionnelle, je suis en train de regarder parce qu'ils vont me parler de changer la constitution. C'est techniquement difficile. Parce qu'il faut que les deux assemblées adoptent cette révision constitutionnelle. Et comme la France, vous le savez, est très divisée à l'Assemblée nationale, ben ça va être compliqué de réformer la Constitution. C'est très dur, les gars. Il faut savoir qu'en France, c'est là où tu vois un petit peu les limites de la 5e République. Et parfois, c'est tant mieux aussi, parce que sinon, il y aurait des abus. Comme on est sur un régime semi-présidentiel, le président ne peut pas tout décider tout seul, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc même, parce que Marine Le Pen, elle avait parlé aussi de revoir un peu la Constitution. Mais le truc, c'est que comme elle a... Je ne sais pas si un jour, elle aura... Bah, il y a deux possibilités. Je ne sais pas si un jour, elle sera présidente. Et je ne sais pas si elle sera présidente avec la majorité absolue. Je ne sais pas si un jour, ça va lui arriver à Marine Le Pen. Mais ça va être très compliqué de changer la Constitution, les amis. Hein. Très, très dur. Hein. Très, très dur. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dofla. Désolé, je profite de ton audience, mais c'est pour la cause... Il y a la France Insoumise qui fait des rendez-vous de groupe jeudi. Ok. Vous faites des assemblées générales. Ok. Merci mon gars. Monsieur Giggsmote, pour ceux qui sont de Rennes. Il y a de la croissance, quand il y a de la création de richesses, ouais, tout est plus de fou. Parce que qui s'enrichit paye ses dettes. Vous étiez d'ailleurs au MEDEF cette semaine. Ces patrons... Le monde économique vous ont exprimé aussi leur inquiétude sur cette instabilité que vous créez en partie en décidant d'appuyer sur le bouton de la censure finalement, en décidant de ne pas voter la confiance à François Bayrou une nouvelle fois. Vous leur répondez quoi? Je leur réponds d'abord que je comprends leurs inquiétudes et qu'à la différence des gens qui sont au pouvoir depuis 8 ans, non seulement nous les comprenons, mais d'abord et avant tout nous les écoutons. Et je sais qu'ils sont inquiets de cette période d'instabilité qui s'est ouverte depuis la dernière dissolution de l'Assemblée nationale. À vous et à d'autres de trop vous intéresser à 2027, de ne pas dépasser ces clivages partisans, finalement de ne pas s'intéresser... Non mais ouais, je suis un mec qui a dit un truc de ouf là. Abroger la Constitution, mais c'est pas possible. Pourquoi tu veux supprimer la Constitution, mon gars? Quoi genre? Tu peux pas, mon gars. Mais non, mais n'importe quoi. Au pays. Madame, on va faire un peu de rétrospective. S'il n'y avait pas eu d'accord au second tour entre Emmanuel Macron et M. Mélenchon, je serais très certainement à Matignon avec une majorité de au moins 289 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas responsable. Ouais. Marine Le Pen et mon mouvement politique ne sommes pas responsables de la situation d'impasse démocratique et institutionnelle qui fait craindre un temps incertain pour nos chefs d'entreprise. L'incertitude, elle est là. Et moi, je plaide effectivement pour que nous déverrouillions les contraintes qui pèsent sur la croissance, pour faire repartir nos entreprises. On a d'abord besoin d'alléger le fardeau normatif, de faire une pause sur la multiplication des contraintes, des normes notamment environnementales, qu'elles viennent de Paris ou du Parlement européen à Bruxelles, pour alléger cet impôt de papier qui pèse. Les gars, le seul moment, les choses ne se font pas un jour, il faut être patient. Après, là où je suis d'accord avec toi, le seul moment pour revoir la Constitution française dans son intégralité, c'est l'Assemblée constituante. Et d'ailleurs, en passant à la 6ème République et la rédaction d'une nouvelle Constitution, c'est le souhait de Jean-Luc Mélenchon. L'Assemblée constituante pour refaire une Constitution à zéro, c'est le seul moyen. Mais ça demande encore une fois, tout ne se fait pas en un jour exactement. Comme quelqu'un l'a dit, qui s'appelle Bob Crane 06. Bienvenue à toi, mon gars. Aujourd'hui sur nos chefs d'entreprise. Enfin, je veux dire, moi je suis ici à la rencontre d'agriculteurs. Des agriculteurs nous disent aujourd'hui chaque jour davantage qu'ils passent maintenant 1 jour, 2 jours, parfois 2 jours et demi à faire de la paperasse, à remplir des papiers. Ça n'est plus possible. Donc, il faut mettre fin à cette inflation normative. Il faut renouer avec un prix français de l'électricité. Je veux dire, on a un marché européen aujourd'hui des règles de l'énergie qui fait que la France ne peut plus bénéficier des fruits de sa production nucléaire. Le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, est par ces règles européennes totalement injustes et artificielles, est adossé sur le prix
Et ça, effectivement, du gaz en Allemagne, je schématise, et moi je plaide, et nous plaidons pour qu'il y ait un prix de l'énergie qui soit fixé de manière stable et lisible à 60 € le mégawattheure. Ça, c'est un gain de compétitivité qu'on rend directement à nos chefs d'entreprise. Et puis plus largement, il faut le patriotisme économique, et je plaide pour que tous ceux qui produisent sur le sol français et sur le sol européen, et évidemment ici je pense à nos agriculteurs, soient prioritaires dans les marchés publics. Donc il y a des mesures urgentes à prendre pour relancer la production, et ce n'est que qu'en créant de la richesse, qu'en réindustrialisant le pays, en ayant un discours très optimiste vis-à-vis de nos chefs d'entreprise, qu'on pourra ramener des recettes dans les caisses de l'État et évidemment se libérer de cette situation d'endettement. Regardez nos voisins américains, nos partenaires américains. 120% d'endettement aux États-Unis. Il y a du dynamisme économique avec de la croissance. Tout est plus soutenable. Regardez l'Italie de Madame Meloni. Mais le chômage est au plus bas depuis 20 ans. Vous partagez la dramatisation du discours de François Bayrou sur le constat, les 44 milliards sur ce volume d'économie et d'efforts à fournir. Et aussi un argument qui nous a marqué cette semaine dans la bouche du Premier ministre, qui répète en boucle, la dette, c'est l'esclavage des jeunes générations. Et cette formule des boomers et de leur confort. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, oui, c'est un argument que vous partagez? Les boomers sont des privilégiés et ils ont aujourd'hui des efforts à faire. Les boomers! L'ambition que j'ai est au moins d'être Premier ministre de notre pays. Et mon ambition, c'est pas de commenter. C'est pas de tourner mon pied. Mais mec, je suis tellement... Excusez-moi, je fais pause parce que vous êtes intéressant dans le chat. Mais putain, je vais devenir fou. Il fait que dire qu'il faut faire des réformes, mais il ne propose rien. Il dit que des banalités, c'est qu'un sale débile. Plutôt en faveur de cela. Et quoi ça? Il y a un mec qui s'est fait raid. Ok, excusez-moi, je m'épose. Mais vous avez raison, le chat. Mais évidemment... alors, j'arrive pas à prononcer ton pseudo. Mais évidemment que t'as raison. En fait, le choc qu'il faudrait faire en France... En fait, il faut vraiment des réformes structurelles pour désendetter la France. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, les amis. Yanis, vas-y, je t'appelle Yanis, mon gars. Méchant ton pseudo, peut-être. Les gars, je vous dis plusieurs fois, à un moment donné, la question de la dette sera inesquivable. Et tout à l'heure, il avait parlé d'immigration, monsieur Bardella. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un élément de réponse de la bouche de Zemmour. Zemmour, il n'a pas encore fait sa rentrée politique. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il en pense de tout ça, de la dette, de la dette, de la dette. Parce que je vais pas vous mentir, les mecs, hein. Avant Bayrou, on est d'accord, le chat, avant Bayrou, il n'y avait pas le mot dette. La dette, la dette. On cherchait des économies, mais le mot dette, c'était pas encore là, tu vois. C'est Bayrou qui a mis cette trend, ce mot. Si, ah, vous croyez, les gars? Depuis Macron, si. Non, parce que Macron, il avait parlé de la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, la fameuse formule, etc. Mais j'avoue que... Ah, les mecs, entre le voile, les musulmans, l'immigration, il n'y avait pas trop le mot de la dette, si. Ah, bah peut-être que je suis fou, hein. Je suis peut-être fou. Ok, bah c'est moi le problème alors. C'est peut-être moi, les mecs. On parlait beaucoup plus de déficit. Oui, voilà, le déficit public. L'État, comment l'État dépense son argent. Le train de vie de l'État. Mais jamais le mot dette. Je sais pas, je suis peut-être fou, en fait. Hein, je suis peut-être fou. Peut-être fou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas vraiment la tendance, le sujet principal. Quand t'allumes ta télé, le sujet principal, c'était pas la dette. Mais depuis Bayrou, depuis l'année dernière, on a que ça, genre dette, 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 dette. Ça y est, cousin. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, le chat. On n'avait que le mot déficit public. Et je suis peut-être fou. Mais en tout cas, bon, les gars, je vous dis, hein, il avait parlé d'immigration. Je pense qu'il n'y a pas de lien mécanique entre la dette publique à proprement parler, et l'immigration. Quand tu vois que Macron, il a offert 200 milliards d'euros d'argent public aux entreprises et tu viens nous dire que c'est la faute de l'immigration, mais va te faire enculer, Bardella. Va te faire enculer, frère. À quel moment tu peux nous dire que c'est la faute de l'immigration? 200 milliards aux entreprises publiques, pitié, genre. Non, pas public, pardon. Entreprise privée, excusez-moi. Depuis Bruno Le Maire, je pense que c'est devenu mainstream. Mainstream, mais bien sûr. Après, t'as vu le tweet du modem? Le tweet des modems ou le tweet du modem? Bayrou en parle depuis... Ah oui, je sais. En fait, la première campagne présidentielle de Bayrou, il avait mis le paquet sur la dette. Je connais Bayrou. Je sais que Bayrou, quand j'avais suivi un petit peu la politique quand j'étais plus jeune, je sais que c'était le candidat qui incarne le désendettement de la France. Il avait proposé plein d'idées, etc. Je sais qu'il avait poussé sur ça. Et ça lui donne un petit peu raison, entre guillemets, vu que maintenant on est... on est dans la merde. On est dans la merde. À cause d'un état surendetté de baiser, genre. Pistolet vers les uns ou vers les autres, comme le fait le Premier ministre. C'est ce qu'il fait en pointant du doigt. C'est une maladresse ou il y a une forme de vérité C'est d'apporter là-dedans des solutions
au problème du pays et c'est d'apporter des solutions aux problèmes des Français. Ce que je ne supporte pas, c'est la façon dont nos dirigeants politiques, premier desquels Emmanuel Macron, passent leur temps à jeter les Français les uns contre les autres, à opposer les actifs aux retraités, à opposer les jeunes générations aux boomers, comme dit François Bayrou, même si c'est un terme que je ne reprendrai pas, par respect pour des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et je m'efforce, moi précisément avec mon mouvement politique, d'être le porte-voix de cette France qui travaille, de cette France qui a travaillé toute sa vie et de cette France qui en a marre de payer pour les autres. Et je viens dire une chose, si on écoutait les Français, si on écoutait le bon sens avec lequel les Français aimeraient être entendus par leurs responsables politiques, croyez-moi qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc il faut débureaucratiser la politique et il faut faire confiance aux Français. Et moi je suis très optimiste pour mon pays et pour l'avenir parce qu'il y a précisément avec le mouvement politique que je porte une porte de sortie au désespoir de millions de gens. Cette porte de sortie, vous l'avez dit, c'est un nouveau retour aux urnes. On va parler de l'hypothèse d'une dissolution que certains qualifient d'inéluctable. S'il y a une dissolution inéluctable, ça nous donne quoi comme date, les gars? Attendez, je regarde vite fait. Putain, il disparaît le 8 septembre. Bon, vous voyez pas sur mon stream, les gars, mais c'est pas grave. Hein. Il disparaît le 8 septembre. Macron, il peut peut-être prononcer les votes le 20 septembre ou le 27. Aller aux urnes en plein mois d'octobre-novembre. Wow. Vous appelez aussi à la démission du président de la République. Il vous a répondu en partie hier à cette hypothèse. Il balaye cette option. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné, n'en déplaise y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Voilà ce qu'il dit hier en conférence de presse. Vous vous êtes senti visé? Oui, je pense que le pic m'était ou nous était destiné. Moi, je l'invite d'abord à regarder ce qu'il a lui-même fait lors de la dissolution. S'il a dissous l'Assemblée nationale, c'est bien parce qu'il considérait que la politique qu'il portait depuis 2017 et 2022 avait subi un désaveu lors des élections européennes où nous sommes arrivés 15 points devant la liste que soutenait Emmanuel Macron en juin 2024. Je l'invite à regarder d'abord l'esprit et la lettre de nos Constitutions, mais aussi à regarder l'honneur et la dignité avec laquelle le général de Gaulle a présidé aux destinées de la nation française. Lorsque on est soucieux du bien-être des Français, lorsqu'il y a une colère dans le pays qu'on ne peut ignorer, alors il n'y a rien de malsain à s'en remettre aux urnes ou à s'en remettre au peuple français. On est en démocratie. Nous ne sommes pas dans un régime autoritaire. Je ne remettrai jamais en cause la légitimité du président de la République, mais je dis qu'à partir du moment où le pays est dans une crise où personne ne voit de solution, il n'y a rien de malsain à se tourner vers les Français. Mais là, c'est des discours répétés. Mélenchon l'avait dit, Mélenchon l'a dit ça 6 mois plus tôt. Hein. Je comprends pas, vous vous réveillez que maintenant, les amis. Hein. Comme si on pouvait pas prédire qu'on était dans une impasse démocratique. Genre, je sais pas, je comprends pas. Ces mecs-là se réveillent toujours avec 3 trains de retard, frère. Tourner vers les Français, en revanche, vous ne vous associez... Après, les gars, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que sur l'aile droite, ça commence à pousser pour que Macron démissionne. Hein. Jean-François Copé, je sais pas si vous connaissez le mec calvicier qui avait des problèmes avec Bettencourt à l'époque. Même Jean-François Copé pousse pour que Macron démissionne. Si Bardella et Marine Le Pen poussent aussi avec cette traîne, cette tendance, plus la gauche, moi je suis en mode, bah, pas de problème, hein. Pas de problème.